Cette affaire prend place en 2009 à Hazelworth, en Floride, dans la famille Ward. Jan Ward a 54 ans et son mari Bob Ward en a 65. Ils sont mariés depuis 26 ans et ont 2 jeunes filles, Sarah et Mallory. Cette famille a tout pour plaire, ils sont heureux, soudés et riches. Bob a toujours travaillé très dur et a toujours voulu offrir le meilleur à sa famille. C'est un promoteur immobilier multimillionnaire qui a bâti un vaste empire. Il possède de nombreux domaines luxueux partout à travers le pays. Et cette famille vient d'acquérir une nouvelle maison estimée à 2,8 millions de dollars. Cette maison se situe donc à Hazelworth. Hazelworth est une île exclusive, chic et riche. Cette île est reconnue comme ayant l'une des communautés de clubs de golf privés les plus prestigieux au monde. Il y a donc de prestigieux terrains de golf, des maisons luxueuses et des jardins d'excellence. À Hazelworth vivent donc des personnes riches mais aussi célèbres. À une époque, la légende du golf Tiger Woods y a même vécu. Pour reprendre avec la famille Ward, d'après les dires de leurs 2 filles, ils formaient une famille aimante et soudée qui appréciait beaucoup plus le fait de passer du temps en famille que n'importe quelle autre richesse ou autre luxe qu'ils pouvaient s'offrir. Cependant, cette belle famille a vu son existence passer d'une vie de rêve à un véritable cauchemar. Leur vie a commencé à basculer lorsque la société de Bob a subi de grandes pertes financières en raison de la crise économique de 2008 qui a entraîné l'effondrement du marché immobilier. Devant cette faillite, Bob a cependant réussi à faire face. Sa fille Mallory dit que son père a tenté de rester optimiste le plus possible pour traverser cette crise, même s'il savait que cela serait très difficile et que cela allait entraîner d'importants changements au niveau de leur train de vie. A contrario, Jan, elle, a eu une toute autre réaction. À la vue de tous ces bouleversements, elle n'est pas arrivée à faire face, elle n'a pas tenu le coup et a été de plus en plus désespérée à l'idée de perdre la fortune familiale. Elle a fini par tomber en dépression. Sarah dit que sa mère soulageait son mal-être avec de l'alcool et des médicaments. Elle ajoute que Jan est alors devenue une personne différente, loin de la maman aimante qu'elle connaissait, qu'elle était devenue violente et incontrôlable. Même en public, elle était tellement ingérable que cela en devenait embarrassant pour les 2 filles. Celles-ci ont également dévoilé que leur mère dirigeait sa colère et son ressentiment contre son mari Bob après que celui-ci ait dû réduire leur luxueux train de vie. Entre autres, Jan ne pouvait par exemple plus prendre le jet privé de la famille. Selon leur dire, leur père était même devenu le sac de frappe de leur mère. Voici pour le contexte avant le drame. Le 21 septembre 2009, la nuit du drame, Bob appelle le 911. Emergency. I just saw my wife. You just what? I just saw my wife. Where's your wife? She's right here on the floor. Where is she breathing? No, she's dead. You know that for sure. I think so, yes. You're sure she's not breathing or? She's dead. She's done. I'm sorry. So did you purposely do this? No, Or was it an accident? it was an accident. What exactly happened? I just from the heart. Lors de cet échange où il est vrai qu'il paraît calme, il dit donc à l'opératrice qu'il a tiré sur sa femme. L'extrait original dure environ 7 minutes. Et après quelques questions de l'opératrice, il explique que c'est un accident et que le coup est parti. Des policiers sont ensuite envoyés sur le lieu du drame et une fois arrivés au domicile, ils trouvent en effet Jan Ward couverte de sang, allongée sur le sol de la chambre principale, morte d'une balle en pleine tête. Son mari raconte alors aux enquêteurs ce qui s'est passé. Il explique que c'est un accident, qu'il s'est rendu dans la chambre et qu'il a été surpris lorsqu'il a vu sa femme avec un pistolet dans la main. Il a alors essayé de le lui enlever, mais quand il a tenté de le lui retirer, le coup est parti et a atteint sa femme à la tête, la tuant sur le coup. Ce drame est donc le résultat d'un tragique accident. Il ajoute que ce soir-là, sa femme était en état d'ébriété et qu'elle tentait probablement de se suicider.
Voulant empêcher cela, il s'est précipité sur elle pour lui enlever l'arme des mains. Pour autant, Bob est quand même menotté puis emmené au poste de police où il est non seulement interrogé mais aussi examiné. On retrouve alors des taches sur ses chaussures, sur sa chemise et sur sa peau. Mais celles-ci ressemblaient plus à des taches de vin qu'à des taches de sang, en effet elles étaient roses et non rouges. Du vin a-t-il pu être renversé lorsque Jan et Bob se sont battus pour l'arme. Is it blood? It's pink. It's kind of really pink, though. You were drinking wine, right? She was. It looks kind of more like wine than blood. That's what's on the back of my shirt too, I think. Ses mains ont ensuite été également examinées, peut-être portaient-elles des résidus de balles. Mais après les résultats de cet examen, il n'avait aucun résidu de balles sur les mains. Pendant ce temps, au domicile, les enquêteurs présents sur les lieux tentent de trouver des preuves pour corroborer ou bien pour décrédibiliser et contredire le témoignage de Bob. Ils recherchent donc des preuves, ils vérifient les taches de sang, l'arme, etc. Voici maintenant un extrait de Bob se retrouvant seul dans la salle d'interrogatoire appelant des proches. I probably can't tell you anything right now other than that she's dead. And it was an accident. And I will tell you more about it later. But, you know, it was a very tragic accident. I don't think I'm under arrest. À travers cet extrait, on s'aperçoit que Bob est calme et on comprend qu'il ne pense pas être retenu longtemps. Il sait que c'est un accident. Cependant, le lendemain, il est arrêté et accusé de meurtre au second degré, soit pour homicide volontaire non prémédité. La famille est horrifiée suite à cette arrestation. Ces deux filles ne comprennent absolument pas. Elles savent que leur père n'a pas pu tirer et tuer leur mère volontairement. Cependant, après avoir étudié le contexte familial, les enquêteurs concluent qu'effectivement, Bob a bien pu tuer sa femme suite probablement à une dispute qu'ils auraient eue au sujet de problèmes financiers le concernant. Bob est ensuite ressorti libre, il est ressorti en liberté sous caution dans l'attente de son jugement. Son jugement a eu lieu 2 ans plus tard. Un procès a donc lieu 2 ans après les faits, en septembre 2011 à Orlando, en Floride. Lors de ce procès, la question la plus importante a été de déterminer si Jan Ward est réellement morte suite à un accident tragique ou si c'est son mari Bob qui l'a froidement assassinée. En premier lieu, il a été précisé que sur l'arme du crime, un Magnum 357 appartenant à la famille Ward, ne figuraient que les empreintes de Jan. Manifestement, ce n'est donc pas Bob qui a appuyé sur la gâchette. Ces empreintes ont été retrouvées uniquement sur le canon car il a effectivement retiré l'arme de la main de sa femme une fois le coup parti. Plusieurs membres de la famille sont ensuite venus confirmer que Jan était gravement déprimée, qu'elle était désorientée et suicidaire et qu'elle buvait au moins une bouteille de vin rouge chaque jour. Elle en avait également bu une la nuit du drame. Ce sont bien des taches de vin qui ont été retrouvées sur les vêtements de Bob. La meilleure amie de Jan Ward témoigne ensuite en disant que Jan était dans un état mental et émotionnel très instable et qu'elle pensait et agissait de manière confuse et désordonnée, mettant même plusieurs fois sa vie en danger. L'avocat de Bob, Kirk Kirkconnell, a déclaré que cette nuit-là, Jan était ivre, déprimé et voulait se suicider. Et que Bob, en rentrant dans la chambre, a tenté de lui retirer l'arme, puis que le coup est malheureusement parti. Kirk précise également que l'autopsie a révélé que Jan avait un fort mélange d'alcool, donc de vin rouge notamment, et d'antidépresseurs dans son organisme. Cependant, l'accusation contre-attaque en tentant de prouver que Bob a volontairement tué sa femme suite à un accès de rage. Pour étayer leur plaidoirie, ils commencent par désigner l'endroit de la plaie mortelle. En effet, Jan a reçu une balle presque entre les 2 yeux. De plus, l'accusation déclare que des tests par balle prouvent que la victime a été abattue à environ 30 cm de distance, ce qui rend difficilement crédible la thèse du suicide. Puis le médecin légiste, Joshua Stefani, déclare que les yeux de Jan étaient ouverts lorsque le coup de feu a été tiré, suggérant également qu'elle n'a pas pu se tirer dessus.
Puis l'accusation continue en faisant écouter l'enregistrement téléphonique entre Bob et les urgences dans lequel Bob déclare « J'ai tiré sur ma femme ». I didn't shot my wife. You just what? I didn't shot my wife. L'accusation tente alors par cet enregistrement de décrédibiliser Bob en disant que cette phrase constitue des aveux et que c'est bien à ce moment-là qu'il avoue avoir tiré sur sa femme, mais que plus tard il changera de version en disant qu'en fait elle tentait de se suicider. Autre élément étayé par l'accusation faisant valoir que Jan ne souhaitait absolument pas se suicider, ils ont présenté des publications Facebook publiées par Jan le jour du drame dans lesquelles elle reparle à de vieux amis et dit qu'elle est impatiente d'échanger davantage avec eux. Pour l'accusation, c'est une preuve de plus pour prouver qu'elle ne cherchait pas à se suicider. L'accusation a ensuite présenté le comportement suspect qu'a adopté Bob après le drame, notamment en mentionnant le fait qu'il soit resté relativement calme et normal. Il était très calme lorsqu'il a appelé le 911. L'accusation déclare alors que son comportement n'est pas compatible avec celui de quelqu'un qui vient de perdre sa femme tragiquement. Et d'après les dires d'un détective, il souriait et semblait étrangement de bonne humeur. L'accusation devait maintenant expliquer pourquoi Bob aurait voulu tuer sa femme. En effet, pourquoi Bob aurait voulu éliminer Jan, pour quelle raison ? Eh bien, selon eux, la nuit du drame, ils se seraient disputés soit à cause de leurs problèmes financiers ou soit à cause des allégations de fraude de l'entreprise immobilière qui pesait sur Bob. L'accusation déclare alors que Bob voulait que sa femme se taise car 3 jours après le drame, Jan devait témoigner contre son mari pour fraude lors d'une audience de liquidation de son entreprise. Alors Bob a-t-il tué sa femme car il avait peur de ce qu'elle pourrait dire lorsqu'elle allait être interrogée. En effet, en 2009, Bob avait été accusé de fraude par des clients. Sa société, Lane Resources, avait déposé le bilan près d'1 an avant le décès de sa femme. Bob était également poursuivi par une compagnie d'assurance qui l'accusait d'avoir prélevé plus de 20 millions de dollars sur la vente de lots dans des lotissements qu'il construisait dans le Tennessee en 2007. La compagnie d'assurance qui avait émis des obligations pour les subdivisions a déclaré que Bob aurait dû utiliser l'argent pour améliorer les subdivisions, mais qu'au lieu de cela, il s'en était servi pour rembourser ses dettes et se lancer dans une frénésie de dépenses. En effet, les Ward ont utilisé l'argent pour acheter leur manoir de 818 mètres carrés à Hasleworth. Le couple a également acheté une maison sur la côte géorgienne pour 750 000 $, a acheté plusieurs véhicules, dont une berline Mercedes-Benz de 140 000 $, et remboursé 2 prêts, totalisant près de 2,5 millions de dollars pour 2 maisons en Géorgie. L'accusation a donc déclaré que Bob voulait tuer sa femme parce qu'elle était à quelques jours de témoigner contre lui dans l'enquête qui l'accuserait de malversation et de détournement de fonds pour soutenir leur style de vie personnel. L'accusation déclare que selon eux, elle allait révéler comment il avait escroqué des clients de sa société immobilière. Pour les filles de Bob et Jan, Sarah et Mallory, présentes au procès et soutenant leur père, c'est une théorie complètement ridicule. Ils n'auraient jamais fait de mal intentionnellement à leur mère et de plus, selon leur dire, Jan ne savait rien en ce qui concerne l'entreprise immobilière de son mari. Donc, il n'avait rien à craindre du témoignage de sa femme. Il y avait également une allégation selon laquelle Bob obtiendrait 50 millions de dollars sur une police d'assurance vie si Jan venait à mourir, mais les filles confirment qu'il n'y a jamais eu de police d'assurance vie et que depuis le décès de sa femme, Bob était ruiné financièrement. Mallory Ward a défendu son père devant le tribunal en rappelant les paroles de sa mère 1 mois avant sa mort « Ton père est le meilleur homme que j'ai jamais connu ». Elle ajoute que sa mère buvait beaucoup, qu'elle avait bu du vin rouge la nuit du drame et qu'elle buvait souvent une bouteille entière. Quant à sa sœur Sarah, qui a également fait une déclaration devant le tribunal, elle a également raconté le changement de comportement de sa mère depuis la faillite de son mari, et qu'une fois, elle lui avait même jeté une valise à la tête car elle était ivre et énervée.
À la fin de ce procès, après des semaines de témoignages, le jury devait alors déclarer s'il s'agissait d'un tragique accident ou si Bob avait volontairement tué sa femme. Avant le verdict, Bob a plaidé non coupable maintenant qu'il s'agit d'un accident. Il a dit « S'il vous plaît, je suis une bonne personne, je n'ai pas fait ça ». Mais les procureurs ont déclaré et répondu que le personnage qui se tenait devant eux présentait en réalité 2 facettes. Puis le verdict est tombé et le jury l'a reconnu coupable de meurtre au second degré, c'est-à-dire pour homicide volontaire non prémédité. Bob a été condamné à 30 ans de prison. Il a alors fait appel de sa condamnation. Nous sommes maintenant 4 ans plus tard, en 2016. Bob a remporté l'appel. Sa condamnation a en fait été annulée, invoquant le fait que le procès n'avait pas été équitable car il n'avait pas eu une équipe de défense compétente qui ne l'avait pas bien représenté et qui avait commis des erreurs au cours du procès. Ils ont fait valoir plusieurs erreurs, entre autres des preuves mal gérées, etc. Erreurs qui ont donc pu avoir une incidence sur la décision du jury. La cour d'appel a donc annulé son premier procès, jugeant qu'un second procès était nécessaire. Bob a donc pu être libéré sous caution dans l'attente de son second procès. Il a retrouvé sa liberté en 2016 et a pu retrouver ses filles avant son nouveau procès fixé en 2018. Pendant ces 2 ans, il a été autorisé à résider dans le comté d'Orange, en Floride, sous des conditions strictes de mise en liberté sous caution. Puis, le nouveau procès de Bob s'ouvre en février 2018. Avant l'ouverture, Bob se voit proposer un accord de plaidoyer, c'est-à-dire une négociation de peine qu'il rejette. Il préfère en fait tenter un nouveau jugement en prenant le risque d'aussi bien ressortir en homme libre que de se voir condamné à une peine maximum de 30 ans de prison, sachant qu'il en a déjà effectué 6 ans. Lors du nouveau procès, en Floride, Bob confirme à la fois avoir tiré sur sa femme, mais affirme également que ce geste a été involontaire. La défense de Bob étaye sa plaidoirie en précisant qu'il y a eu une lutte dans la chambre la nuit du drame, car Bob a essayé de récupérer l'arme. La défense évoque ensuite l'état mental de Jan la nuit de sa mort. Il s'appuie notamment sur le rapport d'autopsie qui a révélé qu'elle avait un niveau dangereusement élevé d'antidépresseurs et d'alcool dans le sang. À leur domicile, la police a également trouvé des preuves que Jan avait consommé au moins 4 bouteilles de vin rouge. En y ajoutant la surdose de médicaments qu'elle a ingérés, cela l'a désorientée. L'accusation, elle, soutient toujours qu'il ne s'agit pas d'un accident, qu'il a tué sa femme car elle devait témoigner contre lui quelques jours plus tard à propos des fraudes concernant son entreprise. À la fin de ce procès, et contrairement au premier, le jury admet que Jan a pu mourir accidentellement après que Bob ait essayé de lui reprendre l'arme. Pour autant, Bob a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, mais cette fois non pas par homicide volontaire, mais involontaire. À l'annonce du verdict, les filles de Bob sont dévastées. Mallory est sortie en courant et en pleurant de la salle d'audience. Elle criait et pleurait tellement que des agents de sécurité ont dû la retenir. Elle aurait crié « Ce n'est pas juste, ma mère a essayé de tuer mon père et il va en prison pour ça ». Sarah et Mallory ont soutenu leur père tout au long de ces 2 procès. Bob a donc de nouveau été condamné. Mais concernant sa peine, celle-ci n'a pas pu être déterminée tout de suite. Elle l'a été bien plus tard, en juin 2018. Le juge envisageait toujours sa peine. Il a donc fallu attendre 4 mois. Bob encourait une peine de prison allant d'un minimum de 10 ans à un maximum de 30 ans. Nous sommes maintenant en avril 2018, 2 mois après la seconde condamnation de Bob et 2 mois avant la détermination de sa peine. À ce moment-là, un nouveau rebondissement a lieu. Une des nombreuses propriétés de Bob qui avait été mise en vente venait d'être achetée. Il s'agissait d'une propriété située à Atlanta. Sarah et Mallory s'étaient donc rendues au domicile d'Atlanta pour nettoyer la maison suite à la fameuse vente. Et en la nettoyant, elles ont fait une grande découverte. En effet, elles ont trouvé une lettre, donc en avril 2018, près de 9 ans après le drame.
La lettre a été retrouvée dans un placard dans l'ancienne chambre de Bob et Jan. Sarah pense que sa mère a probablement écrit la lettre lorsqu'elle s'est rendue dans leur maison d'Atlanta quelques semaines seulement avant sa mort. En effet, Jan aimait aller à Atlanta, elle y était heureuse, elle y avait des amis, elle s'y rendait donc de temps à autre. Sarah et Mallory précisent que Jan avait mis la lettre dans un endroit où elle la retrouverait. Voici ce qui était écrit sur cette fameuse lettre. Chers Mallory et Sarah, sachez à quel point je vous aime. Je ne sais pas comment cela m'est arrivé de finir comme ça. Je veux que vous ayez une vie merveilleuse et sachez que je veillerai toujours sur vous deux. Prenez soin de papa. Je vous aime plus que vous ne le sauriez jamais. Prenez soin des chiens, ils auront besoin de vous. Malgré la tragédie de la mort de leur mère, les sœurs étaient rassurées car elles voyaient en cette lettre une bénédiction, une preuve pour sauver leur père. En effet, elles considéraient cette lettre comme une lettre de suicide. Cette lettre, selon elles, prouverait que Jan était effectivement sur le point de se suicider et que quand leur père a tenté d'enlever l'arme de la main de Jan, elle était en effet prête à tirer pour se tuer. Elles en étaient alors certaines, cette lettre prouverait qu'il essayait bien de sauver sa femme et non de la tuer. Sarah et Mallory avaient toujours été convaincues de l'innocence de leur père et la découverte de cette lettre l'attestait encore davantage. Cette lettre a donc été transmise au procureur afin qu'il prenne désormais en compte cette pièce dans la décision de la condamnation de Bob. Les filles espéraient alors que celle-ci puisse libérer leur père. Nous sommes maintenant 2 mois après la découverte de cette lettre en juin 2018. Au tribunal, Bob attend l'annonce du verdict. Bien entendu, ce jour-là, la lettre est évoquée. Un expert en écriture, embauché par la défense, déclare la lettre authentique. Seul Jan aurait écrit cette lettre. Cependant, malgré le fait que cette lettre a été déclarée authentique et malgré que ce courrier prouve que Jan était suicidaire et instable, les procureurs ont déclaré que la lettre n'avait pas été écrite le jour de sa mort et donc que cela ne signifiait rien en ce qui concerne son décès. Les avocats de Bob, tentant toujours de le sauver, ont alors appuyé sur le fait que Bob était désormais un homme malade et qu'il ne pouvait pas recevoir les soins dont il avait besoin en prison. Ils ont alors demandé qu'il soit libéré en tenant compte du temps qu'il avait déjà passé derrière les barreaux. Mais les procureurs ont déclaré que le fait d'avoir 70 ans n'était pas une raison pour libérer quelqu'un. Le verdict est ensuite tombé et le juge a déclaré que c'était un crime odieux et a donc condamné Bob Ward au maximum qu'il pouvait en vertu de la loi. Sa condamnation pour homicide involontaire a été maintenue. Bob a été condamné au maximum qu'il attendait, soit 30 ans de prison. Bob a fait appel de sa seconde condamnation. Dans l'attente, il espérait être remis en liberté sous caution. En effet, il a déjà été libéré sous caution la première fois dans l'attente de son jugement de 2009 à 2011 et il a été prouvé et rapporté que Bob n'avait jamais cherché à fuir, n'avait jamais représenté aucun danger pour la communauté et il a été précisé également qu'il s'était toujours présenté à ses rendez-vous d'audience. Il espérait donc être mis en liberté sous caution. C'est quelques mois plus tard, en novembre 2018, qu'allait donc être prise la décision de savoir si Bob pouvait sortir sous caution. La sœur de Jan Ward a même proposé que Bob reste chez elle s'il était libéré. Mais sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée par la juge Laetitia Marquez. Et c'est ainsi que se termine cette triste affaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, acte volontaire ou tragique accident. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour découvrir toujours plus d'affaires. J'attends maintenant vos retours en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.